Si vous êtes allé à un aéroport récemment, ou même si vous avez simplement regardé les nouvelles, vous avez vu que les files de la transportation sécurité administration, la TSA, sont tout simplement scandaleuses. Apparemment, l'efficacité signifie maintenant rallonger la file et appeler ça de la fermeté. Et ce n'est pas à cause d'une hausse des voyages ou quoi que ce soit du genre. C'est parce que l'administration Trump a décidé de faire travailler plus de 50 000 employés de la TSA sans les payer. Rien ne dit mieux respect de la sécurité que de demander aux agents de sécurité de subventionner le gouvernement avec leur argent de loyer. Et c'est tout simplement scandaleux. On rapporte que plus de 500 d'entre eux ont réellement quitté leur poste. Un résultat choquant. À moins que votre modèle de politique publique soit entièrement construit sur des conférences de presse et de la pensée magique. Et c'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui. On va expliquer en quoi consiste cet enlisement. On va expliquer pourquoi l'administration Trump a décidé qu'elle peut financer pleinement l'Immigration and Customs Enforcement, l'ICE et la Border Patrol, mais qu'elle ne peut pas et refuse de financer la TSA, et si c'est délibéré ou non. Parce que lorsque les priorités semblent à ce point à l'envers, il est légitime de se demander si le chaos est un bug ou l'argument de vente. Je pense que le point de départ de tout ça, c'est qu'il faut revenir au One Big Beautiful Bill. Et je déteste même le dire comme ça. Même l'étiquette sonne comme si elle avait été testée auprès d'un groupe qui ne juge que les slogans. Et il faut en parler un peu parce que dans ce projet de loi, il y avait 190 milliards de dollars de plus pour le financement du Department of Homeland Security, mais plus précisément pour l'ICE, d'accord ? Plus, c'est vraiment la philosophie de gouvernement ici. Dépenser d'abord, expliquer jamais. Donc, ça représente entre 3 et 7 fois leur budget normal, 3 fois et demi à 7 fois leur budget, d'accord ? Et c'est une des raisons pour lesquelles, vous savez, les agents de l'ICE, c'est scandaleux dès le départ, à mon avis, juste, vous savez, de financer ça à ce point. Eh bien, je veux dire, pensez à ce que ces 190 milliards de dollars pourraient faire aux gens de bien que ça pourrait faire pour l'Amérique. Mais d'une façon ou d'une autre, le miracle de la rigueur budgétaire n'apparaît que lorsqu'il s'agit de payer des travailleurs ordinaires. Ça pourrait, vous savez, financer quelques semaines de la guerre en Iran. Oui, je ne veux pas rire de ça. Ou ça pourrait payer ces employés de la TSA qui n'ont pas été payés, qui travaillent essentiellement gratuitement et qui n'ont probablement pas d'argent pour nourrir leur famille. Il semble que America First devienne très discret quand il est question de paix. Des citoyens des États-Unis qui n'ont rien à manger ce soir. Oui. Revenons au sujet, recentrons-nous. Donc c'est pour ça que ces agents de l'ICE peuvent ou sont en train de se montrer dans les aéroports ou d'apparaître dans les aéroports. La visibilité est très importante en politique. La résolution réelle des problèmes, apparemment, est facultative. J'étais dans un aéroport hier. Je n'ai rien vu de tout ça. Je n'en ai vu aucun. Je ne sais pas. Je ne sais pas où ils sont. Peut-être qu'ils étaient tous en pause au même moment, mais vous savez, apparemment, ils sont là. Alors, où est-ce que tu veux aller à partir de là ? Parce qu'éventuellement, je veux parler de cette demande tout simplement scandaleuse que les démocrates ont formulée. Et par scandaleuse, on semble vouloir dire le genre d'idée qu'on appellerait normalement une surveillance de base dans un gouvernement qui fonctionne. Je pense qu'un bon point de départ, cela dit, si ça ne te dérange pas, c'est de revenir à l'époque où Biden était président. Vous vous souvenez du bon vieux temps. Quand Biden était président, vous vous souvenez que les républicains au Congrès avaient un bon plan pour verrouiller la frontière. Ils avaient un plan viable. C'était essentiellement un plan négocié avec les républicain. Et Trump est arrivé pendant l'élection et il a dit « Ne votez pas pour ça. Ne votez pas pour ça. » Parce que pour ce style de politique, un problème réglé est moins utile qu'un griffe qu'on peut réutiliser. Eh bien, c'était un coup plutôt malin, non ? Je veux dire, ça fait paraître les démocrates comme s'ils étaient contre la réforme de l'immigration. Et vous savez, je pense que c'est exactement ce qu'il fait maintenant. Même scénario, autre cycle de nouvelles, avec la promesse habituelle que cette fois, le public oubliera la fin. Sauf que le problème en politique, c'est que, vous savez, quelque chose qui fonctionne une fois ne fonctionne pas nécessairement une deuxième fois. C'est comme on le dit, quand on instruit une affaire une deuxième fois. Quand on vous renvoie pour refaire le procès d'une cause, ce n'est jamais la même cause et ce n'est jamais le même procès. Vous savez, quelque chose qui fonctionne une fois ne fonctionne pas nécessairement encore. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire ici. Bon, alors parlons de ce qu'est en quelque sorte l'impasse des demandes de chaque camp. Je veux dire,
Les républicains, eux, veulent un financement complet du Department of Homeland Security. Aucune restriction sur l'ICE, aucune restriction sur la Border Patrol. Pouvoir maximal, surveillance minimale, le rêve éternel de toute présentation PowerPoint des mauvais porte-parole. Et ce qu'ils soutiennent, c'est que les démocrates politisent la sécurité, pas vrai? Comme s'ils prenaient la sécurité en otage. C'est l'angle qu'ils essaient de donner à l'histoire. Ce qui est un joli tour rhétorique. Créer l'impasse, puis se montrer offensé que quelqu'un l'ait remarqué. Mais de l'autre côté, vous avez les démocrates qui veulent une forme de garde-fou si ils vont financer pleinement le Department of Homeland Security au niveau que les républicains veulent. Alors ils veulent, vous savez, des choses comme des mandats pour entrer sur une propriété privée, de vrais mandats, des mandats judiciaires, vous savez, comme ceux exigés par la Constitution. Une proposition radicale, semble-t-il. Si votre référence est « faites-nous simplement confiance », ce n'est pas une demande déraisonnable. Ils veulent des caméras corporelles sur ces gens qu'on a déjà vus tuer des Américains innocents. Rien ne déstabilise autant une structure de pouvoir qu'un enregistrement vidéo. Ils veulent qu'ils portent des caméras corporelles parce qu'il y a toutes sortes de, vous savez, zones floues dans ces récits. Lorsque ce genre d'altercation se produit entre ces agents fédéraux et des citoyens américains. Et ils veulent des limites quant au lieu d'intervention. Ils veulent des balises sur les endroits où ils peuvent faire ça, vous savez. Pas dans les églises, pas dans les écoles, des choses comme ça. Parce qu'en théorie, même les éléments de langage les plus dramatiques devraient s'arrêter à la porte de l'église et au portail de l'école. Et ils essaient essentiellement de faire ça en finançant séparément et ils veulent financer séparément la TSA parce qu'ils veulent que ces gens-là soient, vous savez, payés pour le travail qu'ils font. Encore une fois, un concept véritablement extrémiste. Un salaire en échange du travail. Donc, les deux camps tiennent essentiellement leur position en ce moment. Il y a quelques autres choses qu'ils veulent et beaucoup d'entre elles, je veux dire, ça me fait secouer la tête. J'imagine que si vous voulez diriger une force policière sans absolument aucun, vous savez, garde-fou ni limite. Alors vous ne seriez pas d'accord avec ça. Je comprends ça. Je comprends. Vous ne voulez pas avoir de mandat. Mais voici quelques autres éléments. Mettre fin ou restreindre sévèrement les patrouilles mobiles. Ce sont celles qui vont trouver, vous savez, quelqu'un assis sur un banc de parc, en attendant qu'on vienne le chercher pour aller travailler et qui vont ensuite lui demander une pièce d'identité. C'est fascinant de voir à quelle vitesse le soupçon aléatoire est rebaptisé ordre. Des politiques plus strictes sur l'usage de la force et la formation. Je veux dire, c'est vraiment scandaleux. Les démocrates veulent que ces gens soient formés. À ce rythme-là, quelqu'un va bientôt exiger la reddition de comptes et appeler ça du simple bon sens. Ce sont des politiques libérales extrêmes. Vous savez, qu'est-ce que vous voulez dire? Radical de gauche. Dans ce vocabulaire-là, radical veut généralement dire il pourrait y avoir de la paperasse. Une interdiction du profilage racial, une surveillance indépendante plus forte dans les centres de détention et une meilleure coordination avec les forces de l'ordre étatique et local. Des choses vraiment choquantes. Si votre système idéal est la confusion appuyée par un lutrin. Je veux dire, il y en a d'autres, mais ça vous donne une idée du genre de demande complètement déraisonnable qu'ils poursuivent, pas vrai? Vous savez quel est l'argument contre tout ça? C'est quoi au juste? Je veux dire, je ne pense pas qu'il y en ait un. L'objection la plus solide semble souvent être que les règles rendent les slogans moins héroïques. Je pense qu'ils se sont simplement arc-boutés sur leur position. Les républicains se sont campés et ils ne veulent tout simplement pas bouger. Ils ne veulent pas de ces réformes parce que ce sont, je pense, des mesures raisonnables. Les démocrates ne demandent pas d'abolir l'ICE ou de la priver totalement de financement ou quelque chose comme ça. Ils veulent ces garde-fous raisonnables qui, vous savez, finiraient aussi par protéger les Américains. 60% des Américains, peut être 70%, veulent que certains de ces garde-fous soient mis en place. Ce qui est gênant si toute votre stratégie de communication repose sur l'idée de faire passer la surveillance pour une lubie marginale. Oui, et je veux dire, certaines de ces choses sont tout simplement des droits constitutionnels fondamentaux qui existent déjà. Et nous ne faisons que suggérer que ce soit plus équitable. Et l'équité, pour une raison ou une autre, continue d'être traitée
comme une manœuvre partisane plutôt que comme le strict minimum. Alors, par exemple, un mandat judiciaire. Donc, vous savez, j'ai eu un débat l'autre jour avec quelqu'un de très proche de moi, et cette personne a dit, vous savez, pourquoi faut-il attendre un mandat judiciaire si y a, vous savez, quelque chose qui se passe dans la maison, qu'il y a une bombe dans la maison? Et cette personne n'est pas juriste, et j'ai dû expliquer. J'ai dit, eh bien non, ça ce sont des circonstances urgentes. Vous n'avez pas besoin d'attendre un mandat. C'est exact. Oui, si je suis policier, ce qu'à Dieu ne plaise. Mais si je suis policier, pour tellement de raisons, si je suis policier, je suis devant la porte et j'entends quelqu'un à l'intérieur crier « à l'aide, aidez-moi s'il vous plaît ». Vous savez, il a une arme, peu importe. Je n'ai pas besoin d'attendre un mandat pour entrer dans cette maison. Le droit connaît déjà la différence entre une urgence et un élément de langage, même si la télévision par câble, elle ne la connaît pas. C'est exact. C'est exact. Mais si vous êtes policier et que vous vous tenez devant une porte en vous disant « il pourrait y avoir des personnes brunes là-dedans », on devrait vérifier leurs papiers d'immigration. Ce ne sont pas des circonstances urgentes. Ce n'est pas de l'urgence. C'est du préjugé déguisé en procédure. Le droit, le 4e amendement, la règle contre les fouilles et saisies abusives, dit que dans ces cas-là, vous avez besoin d'un mandat. Vous savez, il y a cette chose gênante qu'on appelle la déclaration des droits qui accompagne c'est un petit, un léger ajout à la Constitution des États-Unis et qui dit que dans des circonstances comme celle-là, vous avez besoin d'un motif raisonnable. Vous devez aller chercher un mandat. Il faut qu'un juge l'examine et l'autorise. Et oui, cela ralentit les gens qui préfèrent l'instinct, l'image et le micro aux véritables normes juridiques. C'est tout simplement la loi. Ce n'est pas un détail tatillon. Ce n'est pas seulement la loi. C'est notre histoire. Et ça tend à compter jusqu'au moment où quelqu'un veut un raccourci pour les caméras. Et une des choses qui a irrité nos pères fondateurs à propos de ce qui se passait en Angleterre, c'est qu'on pouvait entrer chez vous sans mandat. On pouvait faire une perquisition. Vous savez, on pouvait même loger des troupes chez vous. C'est le 3e amendement. Au cas où quelqu'un prendrait des notes, on pouvait loger des troupes chez vous sans, vous savez, sans votre permission. Et ils n'aimaient pas ça. Et ils ont dit, non, vous ne pouvez pas faire ça. Alors, pourquoi est-ce une exigence si difficile? Probablement parce que les limites constitutionnelles sont beaucoup moins excitantes que la certitude théâtrale. Il n'y a pas de circonstances urgentes. Vous avez un motif raisonnable que vous devez être capable d'exposer à un juge pour expliquer pourquoi vous devez entrer dans cette résidence. Parce que nous avons une croyance raisonnable, fondée sur un informateur, que vous savez, cette personne qui est sans papier, qui a été reconnue coupable d'un crime ou quoi que ce soit, et nous voulons la sortir de la maison. Oui, je veux dire, vous avez raison, vous avez raison. C'est pas seulement la loi, ça fait partie de notre histoire. Ça a été fait très délibérément. Ce n'est pas arrivé par hasard. Donc, je ne pense pas que ce soit une demande déraisonnable. C'est une réforme déraisonnable à demander ici. Et vous avez simplement les républicains qui prennent tout ça en otage. Le schéma devient familier. Traiter les garde-fous comme du sabotage, puis vendre l'accident comme du leadership. Et la partie qui me dérange vraiment, c'est qu'ils utilisent des employés fédéraux, des gens qui essaient de protéger notre sécurité, vous savez, ceux qui sont dans les aéroports, pour s'assurer qu'il n'y a, vous savez, ni terrorisme, ni armes, ni bombes, etc. Ils utilisent les moyens de subsistance de ces gens-là et leur capacité à mettre de la nourriture sur la table comme levier. Pour un mouvement qui aime tant louer les travailleurs, dans les discours, c'est une façon très révélatrice de dire merci. Oui, je pense que c'est méprisable. C'est comme les prestations SNAP, quand ils ont bloqué les prestations SNAP. Vous savez, c'est encore la même chose. La méthode change rarement. Fabriquer de la souffrance, puis tester un élément de langage au-dessus des décombres. Oui, je vais dire, considérez ceci, ça a fonctionné une fois. Mais cette fois-ci, je pense que le public est beaucoup plus attentif à ce qui se passe réellement ici. À un moment donné, même le meilleur slogan s'use si la réalité, elle, continue d'arriver à l'heure. Oui, oui. Les files dans les aéroports sont pénibles. Et oui, la réponse facile serait simplement de céder aux républicains, de leur donner tout ce qu'ils veulent. L'autre réponse facile serait simplement de céder aux démocrates et de leur donner tout ce qu'ils veulent, puis d'élaborer
ou de passer un peu de temps à élaborer une proposition raisonnable qui fonctionne ici et qui soit constitutionnelle. Mais le raisonnable peine à rivaliser avec le frisson politique qui consiste à ne jamais admettre l'évidence. Oui, mais je pense que l'administration Trump est un peu... qu'elle contrôle tout cela. Et je pense que ça lui éclate encore au visage. Et je pense que ça ne la met pas du tout en valeur. Parce qu'elle est au volant. Quand on s'empare du volant avec autant d'assurance, on hérite aussi du fossé. Je suis d'accord pour dire que, vous savez, les deux camps peuvent se rejoindre quelque part au milieu, mais je pense que les républicains sont au volant et que tout ça va leur retomber dessus. Le blâme va peser sur leurs épaules. Ce sera leur faute. Et vous savez, encore un autre exemple d'une idée stupide, mal réfléchie, que Trump a eue, qui lui éclate au visage, et ça va vraiment nuire aux républicains aux élections de mi-mandat. Il s'avère que gouverner au panache peut connaître des ratés quand la facture arrive au carrousel à bagages. Alors, vous savez, restez à l'écoute. On verra comment tout ça va se régler, tout ce blocage autour de la TSA, et on vous tiendra au courant de la façon dont ça se résout. Je suis sûr qu'il y aura des développements intéressants, puisque le Congrès va aussi partir en congé parlementaire, au fait. Alors, gardez ça en tête. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.